Namaste, namaskaram, vanakkam, bonjour et bienvenue à Bombay, à Mumbai, rassurez-vous. C'est la même chose. Et vous savez quoi? Il a plu depuis que je suis arrivée ici. Et aujourd'hui, grand soleil. Regardez derrière moi. Et oui, c'est ça l'Inde, demandez. Et vous obtenez, c'est le miracle indien. Alors, il est 11h38 ici à Mumbai, 8h10 presque à Paris. Et ça fait 20 heures que nous sommes en direct sur TV5 Monde depuis les quatre coins de la planète. C'est inédit dans l'histoire de la télévision. Merci en tout cas à l'hôtel Saint-Régis qui nous accueille pour ce tour du monde de la francophonie. Et puis depuis chez vous, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, hashtag TDMF. Et pour m'accompagner tout au long de cette première partie, Payal Kanwar, secrétaire général de la Chambre de commerce franco-indienne. Bonjour Payal. Bonjour. Nadir Godrej, directeur de Godrej Industries, qui est une institution en Inde. Alors quand on est indien, il faut quand même le rappeler, on a forcément un meuble, un frigo, un savon signé Godrej, n'est-ce pas Payal? Tout à fait. Nadir Godrej, également président de l'Alliance française de Mumbai, de Bombay, l'Alliance française qui est d'ailleurs partenaire de ce tour du monde, avec le soutien également de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Nadir Godrej. Bonjour Lydia. Nadir Godrej, habillée en complet bleu, blanc, rouge aux couleurs de la France. Merci beaucoup Nadir. Et Raghunath Mané, chorégraphe, danseur de Bharatanatyam, qui est une danse classique indienne d'ici de l'Inde, joueur de Veena, qui est un luth indien, chanteur, anthropologue, auteur notamment de Shiva et ses 7 danses. Voilà, c'est le livre que j'ai ici. Alors plus complet artistiquement que vous. Ça peut exister, mais c'est difficile à faire. Artistiquement, bonjour. Bonjour, Raghunath. Namaste. Namaste. Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi l'Inde? Eh bien, parce que l'Inde et la France ont un passé commun entre 1668 et 1954 à travers ces comptoirs. Alors, il y en a 5 de ces comptoirs. Il y a Mahé, il y a Naon, Chaonder, Nagore, Karikal et bien sûr Pondichéry. Et vous allez le voir, Pondichéry n'a rien perdu de sa culture française. Regardez. À chaque début de journée à l'école primaire de Pondichéry, c'est un petit morceau de l'histoire de France qui se rejoue. Ici, au sud de l'Inde, ces enfants sont français, pour la plupart. Héritage d'un long passé dans cet ancien comptoir de la Compagnie des Indes. À tout à l'heure. Bonjour Nabil, bonjour Roshan. Et alors qu'à des kilomètres à la ronde, tout le monde parle tamoul, la langue locale, Allez Caroline, tu vas essayer. ces enfants continuent à apprendre le français. Où vas-tu, petite fille? Je vais chez ma grand-mère. Où je lui apporte une galette et un petit peu de beurre dans un panier. Un événement a changé l'histoire de ces écoliers et de beaucoup d'autres. 2 générations plus tôt, quand Pondichéry, la française, est redevenue indienne, le traité signé par le général de Gaulle a offert aux habitants de conserver la nationalité française. Un demi-siècle plus tard, pour ces petits Français du bout du monde, leur pays est quelque chose d'assez mystérieux. C'est quoi la France? C'est un pays. Pourquoi ça te fait penser à la France? Il y a des villes. Il y a des nuages? Il y a de la neige. Ils sont pour moi d'une double culture. Et pour le moment, la culture française, ils ne connaissent que ce qu'on leur apprend dans les livres et ce qu'on peut leur projeter comme image, comme histoire. Et là, c'est un rêve. C'est un mythe, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire les autres? Chez les plus grands, plus aucun problème avec la langue de Molière. Kalemadi Debanaya passera le bac à la fin de l'année. Et si le hasard de l'histoire a fait d'elle une Française, elle n'y voit que des avantages. C'est comme si j'avais 2 pays et que j'étais entre les deux, quoi. C'est votre pays, la France? Évidemment. Enfin, l'Inde et la France sont mes pays, oui. Et maintenant, je vais aller en France. J'espère être bien accueillie et de pouvoir m'installer sans problème.
En 1962, c'est ici, au Consulat général de France, que 7000 personnes sont venues choisir la nationalité française. 54 ans après, leurs enfants et leurs petits-enfants sont français, bien sûr, eux aussi, avec des services consulaires qui leur sont tout spécialement réservés. 40 personnes à temps plein pour gérer la diaspora française. Avec le consul général, Philippe Janvier, en chef d'orchestre. On a combien d'usagers aujourd'hui? Pour l'instant, je suis à un peu plus des 70. 70 ouais. On a près de 7000 administrés, donc on est une petite ville en Inde. Je suis un peu le maire, ils me considèrent comme ça, donc ils viennent me voir, y compris pour me raconter leurs soucis de toutes sortes. Je suis un peu le recours et l'arbitre dans la communauté. Une communauté fière de son passé. L'histoire a manifestement changé le visage de la ville et ces Français-là aiment se prendre au jeu. Pondichéry, c'est comme la Côte d'Azur. C'est sérieux, on joue sérieusement et puis on s'engueule entre nous. S'il y a un gars qui place pas correctement ou bien qui tire pas, eh ben nous on se fâche. Hein. Comme à Marseille. Comme à Marseille, voilà, il faut. À Pondichéry, l'histoire de France est sortie des livres. Elle est là, très concrète. Voilà un super sujet de nos confrères de France 2. Raghunath Mané, vous êtes originaire de Pondichéry, oui. Justement, et vous avez une histoire personnelle, historique même, je dirais, très forte avec cette ville quand les Français ont quitté la ville de Pondichéry. Oui, parce qu'en fait, quand on a restitué Pondichéry en 1954, en fait, mon père travaillait pour les Français. Il était, soi-disant, soit la police ou l'armée, peu importe. Il s'est retrouvé à recevoir la clé de la porte de Pondichéry, où il y a remis. Les Français partaient. Les Français ont remis la clé à mon père. À mon père, parce que, en fait, il avait ni la nationalité française ni indienne. En fait, il était pondichérien, voilà. Et on lui a dit, donnez ça au nouveau gouvernement qui n'était pas encore constitué. Donc, M. Goubert, il était en fuite, et mon père s'est retrouvé avec la clé. Il m'a toujours raconté ça m'a toujours perturbé. C'est une extraordinaire histoire. Et d'ailleurs, l'Alliance française de Pondichéry est la plus ancienne au monde. Elle a été créée en 1889. Nadir Godrej, vous qui présidez l'Alliance française de Bombay, qui n'est pas un comptoir français, que reste-t-il de la francophonie dans les autres comptoirs ? Dans les autres comptoirs, Chandernagore est devenu une partie de l'État de West-Bengal. Alors, l'influence française était moins là-bas. Les autres comptoirs comme Yanam, Mahé et Karikal sont partis de l'Union Territory de Pondichéry, mais ils sont loin de Pondichéry. Et je suppose que l'influence est moins. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle plus français à Bombay qu'à Mahé ou Yanao ? Bien sûr, Bombay est une grande ville, une ville qui était toujours ouverte, qui était toujours mondiale. Et en 1886, il y avait un cercle franco-parsi à Bombay qui est devenu le cercle littéraire. Et on a eu visite de Pierre Loti et même Georges Clemenceau. Wow. Alors pourquoi les jeunes Indiens veulent-ils apprendre le français aujourd'hui? Oui, il y a les mêmes raisons. Il y a des jeunes qui étudient le français à l'université, mais on n'enseigne pas très bien à l'université. Il y a aussi des gens qui travaillent pour les sociétés françaises. Et il y a des gens qui s'intéressent dans l'hôtelier, gastronomie, œnologie. Et quelquefois, j'ai entendu dire qu'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui veulent se rencontrer là-bas. Oh, c'est une agence matrimoniale alors, l'Alliance française. Et plus de ça. Alors, vous n'êtes pas originaire d'un comptoir vous-même, et pourtant, vous maniez la langue de Molière. Quelle est, votre histoire avec la France? Il paraît que quand j'étais très jeune, ma cousine genevoise Gulseren est venue de Genève me voir et elle m'a parlé en français. Et j'avais 2 ans à cette époque, mais je commence que l'amour de la langue française a commencé à cette époque. À cette époque-là. Après, j'ai appris le français au lycée, on n'apprend pas très bien.
Mais quand j'avais 20 ans, mon oncle a loué une villa à Saint-Tropez et je suis allé à Saint-Tropez pour l'été. Et à cette époque, on s'appelait Saint-Trope. Saint-Trope. C'était Saint-Trope, n'est-ce pas? Oui. Nadir Godrej à Saint-Trope. Et la vie de Saint-Trope était très, très intéressante pour un jeune Indien. J'ai fait des amis sur la plage et j'ai appris le français. En tout cas, cet amour pour la France, vous le traduisez en poème. Est-ce que vous en avez un pour nous? Oui, bien sûr. Oh là, vous avez préparé tout cela? Oui. Je ne sais pas pourquoi, j'aime tant ces Gaulois qui méprisent les gens qui parlent mal leur langue. Et même leurs voisins, ces maudits bruxellois, qui souvent sont l'objet de blagues ou de harangues. Je n'aime pas leur façon de mépriser l'enfant. Ça se voit, bien sûr, en étudiant l'idiome, le morveux, le chiard, entend-on très souvent, et même rejetons ou marmaille pour le môme. Un roi est déposé, suivi par la terreur, et bien qu'ils se disent d'une extrême logique, très vite est couronné de nouveau l'empereur. Je connais très bien ces vérités tragiques, mais mon cœur ne me donne le luxe du choix. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ces Gaulois. Les Gaulois, signé, bravo Nadir, les Gaulois, signé Nadir Godrej. Payal Khanwar, vous non plus, hein, vous n'êtes pas originaire d'un comptoir. Quelle est votre histoire à vous? Alors, moi, je suis née à Londres et donc je suis arrivée en Inde quand j'avais 14 ans. Et à l'époque, le niveau de hindi était trop élevé à l'école et donc je me suis mise à apprendre la langue française. Et par la suite, j'étais à l'Alliance française et puis ensuite, je suis allée en France faire un master. Et c'est vrai que les dernières 12-15 années de ma carrière professionnelle, j'ai passé vraiment dans des entreprises et des organisations françaises, ce qui m'a permis au final de rester en contact avec cette belle langue et cette culture magnifique qui me passionne énormément. Et justement, aujourd'hui, vous êtes à la Chambre de commerce franco-indienne. Alors, comment se portent les relations commerciales entre l'Inde et la France? Alors, l'Inde et la France ont un partenariat de longue date, hein, depuis les années 90, depuis que l'Inde est ouverte au monde. Et donc, c'est également intéressant de voir qu'il y a quelques sociétés françaises comme la BNP Paribas, Alstom, qui sont présentes en Inde depuis plus de 150 ans. Ah oui, quand même. On ne le sait pas, ça. Hein. Oui, c'est intéressant. Et puis, au niveau des investissements, la France est un des premiers investisseurs étrangers en Inde aujourd'hui. Ils sont vraiment classés dans les top 5. Au niveau des investissements, on parle d'un stock total d'environ 20 milliards de dollars. Au niveau des sociétés, il y a aujourd'hui 400 sociétés françaises présentes sur le pays à travers de 1000 établissements, donc des filiales, des sous-filiales. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la France est un employeur important en Inde. On a plus de 300 000 employés indiens, dont le premier est en Capgemini avec 100 000 employés. Génial. Le Premier ministre indien, justement, Narendra Modi, était justement à Paris en juin dernier. Il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Une visite marquée par notamment la signature des Rafales, un fleuron de l'industrie française. Payal, qu'est-ce que ça signifie pour l'Inde de posséder des Rafales ? Je pense que déjà, quelque part, le sujet de la défense est un sujet primordial pour le gouvernement indien. Et la France et l'Inde ont cette coopération dans le domaine de la défense depuis des années, depuis 50 ans. Au moment où l'Inde importait déjà des Mirages. Mais je pense que le contrat aujourd'hui représente un partenariat emblématique au niveau économique et stratégique, mais aussi une volonté de vraiment travailler ensemble. Et je pense que cet accord ne va que déboucher ensuite sur du transfert de technologie, de savoir-faire, des bonnes pratiques, mais aussi sur la création d'emplois et pourquoi pas sur la fabrication locale, ce qui rentrerait également dans transfert de technologie, justement. Voilà, tout à fait. Voilà, et fabriqué en Inde, avec des compétences et des formations qui sont françaises. Tout à fait. Ce qui rentre dans le programme national de M. Modi sur le Make in India. Make in India. Alors, quand on parle de défense, justement, difficile de ne pas penser au Pakistan voisin. Nadir, quelles sont les relations actuellement entre l'Inde et le Pakistan ? Pas très bon. Il y a des problèmes en Cachemire maintenant. Et quand il y a des problèmes en Cachemire, les relations ne sont pas bonnes.
Mais je pense que les gens de Pakistan et les Indiens s'entendent très bien et j'espère qu'on aura une entente cordiale bien. Super, on l'espère. Payal, lors de la visite justement de Narendra Modi à Paris, il a été question de partenariat sur le plan industriel, culturel, l'éducation, mais aussi le climat et le terrorisme. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les relations entre Narendra Modi et Emmanuel Macron sont au beau fixe ? Tout à fait. Je dirais même qu'on est en train vraiment de témoigner un moment historique dans la relation franco-indienne. Ils sont sur la même longueur d'onde ? Tout à fait. Tout à fait. Si on parle du climat, par exemple, lors du COP21 fin 2015, Narendra Modi s'était manifesté tout à fait, il a soutenu tout de suite ce programme en annonçant la création de l'Alliance internationale du solaire. Et même en Inde aujourd'hui, le sujet des énergies renouvelables est un sujet primordial. Pour vous dire que 10% des projets solaires en Inde sont développés par des Français. Si on parle de l'éducation, nous, à la Chambre de commerce, on héberge également des grandes écoles de commerce françaises. Il y a des partenariats en place avec des écoles indiennes. Et nous, on souhaite envoyer plus d'Indiens en France faire leurs études. Donc d'ici 2020, l'objectif est de 10 000 étudiants. Et j'imagine aussi qu'au niveau du tourisme, tout se porte très bien. Comment il est perçu, le président Macron, ici en Inde ? Déjà, je dirais que les élections présidentielles ont été suivies par les Indiens avec un grand intérêt. On est dans un monde aujourd'hui où, grâce aux médias sociaux, on peut vraiment suivre les informations en direct. Emmanuel Macron donne une image aujourd'hui d'un leader jeune, dynamique, mais quelqu'un qui a au final une volonté de remonter la France au niveau national, mais aussi au niveau international. Et je pense que c'est là où il y a des similarités avec M. Modi, parce qu'ils ont cette ouverture internationale. En tout cas, donc les affaires marchent, visiblement, entre l'Inde et la France. Nadir Godrej, est-ce qu'au nom du business, des affaires, de la diplomatie, est-ce qu'on doit fermer les yeux sur les dérives actuelles en Inde ? Je pense par exemple aux attaques quand les personnes mangent du bœuf ou les attaques contre les minorités ethniques, contre les chrétiens, contre les musulmans par des extrémistes hindous. C'est inacceptable, toutes les choses comme ça. Il faut parler et je pense que le gouvernement fera quelque chose. Vous, en tant qu'homme d'affaires, vous pouvez intervenir dans ce domaine-là ? Bien sûr, on peut parler en aide. Et le gouvernement écoute très bien. Et vous diriez que le gouvernement a échoué à unifier cette multiplicité qu'est l'Inde au niveau religieux, culturel, linguistique aussi ? Ça, c'est un problème assez difficile. Le gouvernement essaie, mais il faut admettre que c'est difficile. Alors, on va revenir à Pondichéry, Raghunath Manet. En préparant cette émission, j'ai appris que Pondichéry a été fondé par des navigateurs bretons. Racontez-nous. Oui, complètement, parce que Pondichéry, comme vous le savez, au début, c'était François Martin, mais tout de suite, c'est Dupleix qui était le plus connu. Après, nous avons eu une lignée des Bretons, des gouverneurs bretons. D'ailleurs, on trouve les noms des rues qui portent ce nom-là. Et Pondichéry enferme un cimetière des marins bretons qui ont péri. Vous savez, autrefois, on ne prenait pas l'avion, on venait par la mer et la traversée durait très longtemps. Donc, il y a plein de gens qui mouraient de choléra ou d'autres maladies et on les enterrait, justement. C'est très drôle de retrouver comme ça les deux civilisations. Et il y a une chose qu'on ignore également, l'Inde a contribué au développement de l'art contemporain. Oui, ça c'est le sujet de ma thèse, en fait. Vous savez que l'Inde, je dirais que ces voyageurs français qui ont suivi ces gouverneurs bretons ont toujours envoyé les cahiers des récits des voyages. Et ça a énormément influencé le monde de la culture. Exemple avec Rodin, qui a été inspiré avant par Rodin, il y avait l'Inde. déjà, vous savez, des danseuses qui se mettaient en oriental, qui se mettaient en sari, palova et autres, matahari, qui faisaient la danse orientale quand certains n'avaient jamais mis les pieds. Donc il y a une fascination. Les bayadères, c'est ce qu'on appelle les bayadères. Donc aussitôt, on commençait à découvrir l'histoire des bayadères. Bayadère, c'est un mot portugais qui a été appliqué par les Français. Quand ils sont allés voir les temples, on voyait des jolies danseuses qui dansaient accompagnées de leur maître de danse, etc. On a dit, voici les bayadères. Et ce qui fait que ça a influencé leur danse, leur costume, leur manière de vivre. N'oublions pas, même les féministes aujourd'hui n'ont pas ces droits-là. Ces bayadères pouvaient adopter étant femmes,
hein, étant seules, elles étaient mariées à des hommes très riches, des Maharajas. Quand elles faisaient des filles, elles les gardaient dans la profession de bayadère, qu'on appelait Devaradiyar en tamoul. Devadasi. Devadasi. Devadasi est un mot sanskrit. Okay. Devaradiyar, Devaradiyar. Qui est la langue la plus ancienne de l'Inde, bien avant le sanskrit même, il faut le rappeler. D'ailleurs, je suis tamoul, d'origine tamoul d'ailleurs. Donc, ces danseuses de temple ont tellement influencé qu'on a créé les bayadères à l'opéra. C'est extraordinaire. Et à la suite de ça, bien sûr, Nijinsky aussi fut extrêmement attiré. D'ailleurs, dans les bras de Nijinsky, Nijinsky a pleuré dans les bras de mon maître Ram Gopal, qui était à Londres d'ailleurs. Et puis donc, l'histoire continue comme ça. Il n'y a pas que... et il y a aussi les pêcheurs de perles, l'opéra comique de Georges Bizet. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île de Ceylan, hein, au Sri Lanka? Oui, mais pour eux, Sri Lanka, Ceylan, autrefois, c'était pas très séparé. C'était l'Inde des Maharajas, l'Inde des temples, l'Inde de Pondichéry. Alors justement, il y a un autre fait que l'on ne sait pas forcément. Lors de la présence britannique en Inde, les Devdasi, ces danseuses de temple, donc, ont été interdits. Oui, malheureusement, c'est-à-dire un petit peu au début du XXe siècle, on a fondé une association en se disant, finalement, les danseuses qu'on consacre au temple, elles ont à peu près 7 ans, on les marie à 7 ans, 9 ans. On s'est dit, on a très mal compris. Finalement, il y a les missionnaires qui sont arrivés aussi, les Britanniques ne comprenaient pas trop cette... Et ces danseuses étaient trop érotiques, c'est ça la question, c'est ça le problème? Écoutez, leur répertoire était érotique, pas seulement érotique, dévotionnel également, c'était mélangé. Ben, elles se mariaient pas véritablement avec les humains, elle peut faire des enfants, tout ça, ça choquait. C'est ce qui fait qu'on a passé une loi avec les Indiens. Vous savez, Muthu Lakshmi Reddy a fait passer un acte d'abolition en chassant toutes les danseuses de temple. Et donc c'est les Français qui ont permis la perpétuation de cette culture de la danse. Parce que Pondichéry, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de culture à Pondichéry. Quand je suis arrivé sur la place de Paris, je dansais à l'opéra, on me posait la question, mais il n'y a pas de culture à Pondichéry. J'ai eu le choc de ma vie. Et d'ailleurs, vous avez été le premier danseur indien d'origine à vous produire à l'Opéra de Paris. Oui, bah, c'était un grand honneur, je remercie Shiva. Et vous dites que vous n'auriez pas eu de carrière sans la France. Quelque part, oui, parce que le fait que, vous savez, être danseur rome en Inde, c'est-à-dire les femmes sont extrêmement sophistiquées, maquillées, etc. Nous, on arrive, rien qu'avec notre corps, on doit tout marquer. Tout se voit, de la tête aux pieds, on doit marquer le rythme, on doit vraiment bouger et s'exprimer. Et je pense que ça a été bien compris. D'autant plus que pour revenir aux histoires des bayadères, quand on a chassé les bayadères en 1948, jusqu'en 1954, les bayadères continuent à exister dans les temples de Pondichéry. Alors, dernière question, rapidement, s'il vous plaît, Raghunath. Tout à l'heure, vous allez nous jouer une démonstration de Veena. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le Veena, alors qu'on entend plus souvent parler peut-être du sitar? Ravi Shankar, grâce aux Beatles, merci à tous les deux, mais le vrai instrument indien qui structure toute l'Inde, toute la musique du sud de l'Inde, la plus ancienne qu'on ait au monde de l'heure actuelle, qui prend sa source dans les Védas, plusieurs millénaires, il parle de Veena, ça reste du jour de la Veena, mais malheureusement on ne le connaît pas. Donc vous allez entendre me jouer. Merci Raghunath, à tout à l'heure Raghunath Mané. Merci à Nadir Godridge et Payal Kanwar. Et nous, on va poursuivre notre découverte de la francophonie en Inde avec la haute couture française qui rencontre la grâce du sari avec notre prochain invité Fernand Ratier. Bonjour. Alors vous êtes designer, vous avez travaillé pour Cheruti, Saint-Laurent, Hermès, Louis Vuitton et fort de votre expérience, vous avez créé votre propre marque Fernand Ratier avec ce concept, le sari réinventé que porte aujourd'hui cette superbe mannequin Anjali. Bonjour Anjali. Oui, tout à fait. Donc je revisite le sari en le rendant plus actuel, surtout pour la nouvelle génération, pour donner l'engouement à la nouvelle génération de porter un sari. Donc j'essaie de faire plus léger et plus facile à porter. Alors qu'est-ce que la haute couture française a apporté à votre style? Beaucoup de choses, surtout l'élégance à la française. Je mets en avant aussi le raffinement et le savoir-faire français. Dans toutes mes collections, qui sont d'ailleurs du prêt-à-porter de luxe. Et alors pourtant, le tissu, les couleurs sont très importantes. En Inde, vous avez fait le choix de la couleur noire.
Oui, le noir restera toujours dans mes collections, présente partout. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je reste sur la sobriété et sur, pareil, l'élégance. Je rajoute quelques touches de couleur et parfois de l'or. Donc l'or qui est toujours... Mais vous ne voyez pas la vie en noir, assurez-moi. Pas du tout. Au contraire. Alors qu'est-ce que l'Inde a apporté à votre style? Je garde ce vêtement traditionnel qui est le sari, qui est quand même un vêtement très sensuel. Le voilé dévoilé, qui restera toujours sur toute mon collection. Et là, vous avez un autre modèle porté par Angelica, mais ce n'est pas le vôtre de modèle. Non, je ne parle pas de la mannequin, je parle du vêtement, bien sûr. Non, c'est une femme, c'est une Française, une autre Française, Isabelle Hibner, qui a créé sa collection de caftans, des caftans de luxe inspirés des actrices françaises et américaines, des actrices des années 50. Donc elle met en avant surtout son savoir-faire, qui est quand même à l'origine d'une création de l'atelier de broderie, atelier Safran. Et combien de temps ça met à peu près à fabriquer ce genre de robe? 50 heures de travail. Quand même? C'est la plus simple. C'est la plus simple. Très bien. Et lui, il est déjà au travail, il est en train de shooter. Je peux vous déranger, Brans? Bonjour. Alors, vous êtes photographe, vous avez travaillé pour Elle Magazine, Vogue, L'Officiel, Grazia, Rob Report. Aujourd'hui, vous photographiez pour les grandes stars du cinéma Bollywood qui sont ici, d'ailleurs, une d'entre elles. Et j'imagine que c'est pas évident d'intégrer ce milieu. Comment ça s'est passé? Il y a 5 ans, en fait, je suis venu ici à Bombay. Donc, effectivement, c'était pas évident parce que personne ne me connaissait, enfin, très peu de personnes. Donc, il y avait quand même quelques producteurs qui m'ont ouvert quelques portes. Donc, du coup, ça m'a suffi, effectivement, de réaliser quelques contrats. Et puis voilà, donc j'ai dû séduire un peu avec mon travail. Alors vous avez grandi entre l'Inde et la France, vous avez été adopté. Aujourd'hui, c'est une chose que vous assumez totalement, ça n'a pas toujours été le cas. Alors comment ça s'est passé, ce retour aux sources? Oui, effectivement, c'était pas non plus très évident pour moi parce que j'ai dû repartir en Inde, en Inde en fait, au bout de 9 ans. Donc ça faisait 9 ans en France et 9 ans en Inde. Donc c'était une remise en question en fait de ma propre personnalité. Votre identité peut-être. Mon identité, voilà, tout à fait. Donc, à savoir si j'étais plus français ou indien, donc c'était pas du tout évident. Et sur le plan professionnel, comment ça s'est passé? Sur le plan professionnel aussi, c'était pas non plus super évident, bien sûr. Comment ils travaillent les Indiens? C'est vrai que les codes sont différents. Les Indiens, ils travaillent beaucoup plus. Déjà, il n'y a pas d'horaire par rapport à en France. Mais nous, on est à l'heure. Ça, il faut le rappeler. Voilà, on est avec une équipe indienne, Soul Production. On est à l'heure. Et les codes sont différents aussi entre l'Inde et la France. Donc, forcément, il faut s'adapter. Alors, et l'aboutissement de tout ce parcours, la mode, la France, l'Inde, c'est ce magazine 6F, premier numéro. Donc, c'est un magazine de mode franco-indien. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire un lien en fait entre les deux pays. C'est ce qui me représente le plus parce que justement, je me retrouve pas entièrement en fait en France, avec la France, et ni entièrement non plus avec l'Inde. Ouais. Donc là, c'est la combinaison entre les deux. Donc effectivement, le fait d'avoir ces deux identités, c'est ce qui me représente le plus en fait. Voilà, la mode, mais pas seulement. Justement, en couverture, vous avez ici Jean Dujardin. Pourquoi ce choix? Jean Dujardin, comme vous pouvez entendre par le nom, ça fait très français. Oui, et en plus, c'est vrai que la mode, en fait, elle est quand même communiquée par des visages connus en Inde. Donc, on essaie de reprendre un peu ce concept-là. Donc, et Jean Dujardin, il est connu Il est très connu. Il est très connu. Very famous. Il est very famous, tout à fait. Vous verrez pourquoi je dis ça un petit peu plus tard. Merci, Brahms. Avec plaisir. Merci, Fernand. On va donc continuer à parler cinéma avec notre prochain invité, Raoul Vora, acteur, réalisateur, producteur. Et la France l'a fait chevalier des arts et des lettres en 2014 pour sa contribution au cinéma et au théâtre. Bonjour, Raoul Vora. Bonjour. Avec nous également Pooja Dhingra, chef pâtissière, spécialiste des macarons en Inde. Bonjour Pooja. Bonjour. Et puis Nishant Chaubey, chef de l'année 2017 en Inde. Bonjour Nishant. Bonjour Lydia. On reste avec vous. Vous êtes déjà en train de préparer des ingrédients. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé ici? Ça c'est fromage indien. Un fromage indien à la provençale. Avec sauce provençale et sauce tamarin.
Tamarin, super. Vous, votre truc, c'est la fusion, notamment entre la cuisine indienne et française. Pourquoi ce choix? La France est un pays pour la gastronomie très indienne. J'ai décidé de faire la cuisine fusion. Par exemple, bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon. Oui, bœuf bourguignon avec safran. Avec du safran et du poivre d'Alep, de Syrie, n'est-ce pas? Oui. Et alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous cuisiniez avec des produits bio, des produits très sains. C'est un must pour vous? C'est important pour vous? Ce n'est pas must. Ce n'est pas must. Ce n'est pas un must. Ce n'est pas must, mais c'est nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire aujourd'hui de produire bio. Vous avez tout à fait raison. Alors le fromage indien à la provençale qu'on aura plaisir à déguster tout à l'heure. Je vous laisse terminer votre petite préparation. Pooja, vous, votre truc, ce sont les macarons, une spécialité évidemment très française. Alors à quel moment vous vous êtes dit, ok, je vais à Paris, je vais ouvrir une pâtisserie? Je vais me former en pâtisserie d'abord. Oui. Donc j'étais formée au Cordon Bleu à Paris. Et quand j'étais là-bas, c'est une histoire très drôle. Quand j'étais là-bas, c'était mon première semaine. Et j'étais avec des amis français et ils m'ont demandé quel macaron tu préfères, ceux de Pierre Hermé ou ceux de La Durée. Et donc j'ai pas vraiment compris la question. Vous connaissez ni Pierre Hermé ni La Durée. J'ai demandé qu'est-ce que c'est un macaron et il était choqué. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment c'était possible. Je sois étudiante en pâtisserie en France et je ne sais pas qu'est-ce que c'est un macaron. Et maintenant, vous savez, n'est-ce pas? Oui. Alors, votre pâtisserie à Bombay s'appelle le 15. Alors, pourquoi le 15? Parce que quand j'étais à Paris, j'ai habité dans le 15e arrondissement. C'était mon endroit et c'est juste pour donner un bout de ma vie parisienne ici. Alors tout s'explique, on comprend bien. Alors en Inde, Pooja, il y a quand même une variété de pâtisseries, comme une variété culinaire d'ailleurs illimitée. Selon les régions, on ne mange pas par exemple au Ladakh comme on mange au Rajasthan, comme on mange au Kerala, comme on mange au Tamil Nadu, comme on mange au Maharashtra, comme on mange au Bengale. Voilà, il y a une variété de cuisine. Qu'est-ce qui fait que le macaron plaît aux papilles indiennes? C'est juste essayer des choses. Quand j'ai commencé, j'ai fait les macarons avec un goût indien. J'ai fait comme masala chai, avec chili, avec des épices. Et vous m'avez dit des feuilles de bétel également. C'est la feuille qu'on mâche, n'est-ce pas? Ça s'appelle pan, oui. Ok, bah super. Il faut goûter? Oui. Allez, on goûte. Allez, on goûte. Allez-y, Raoul. Ça c'est. Allez-y, Nishan. Ça c'est citron et chili. Super. On va manger tout ça après. Raoul Vohra, on vous a invité, vous, parce qu'on a tendance à associer l'Inde à Bollywood. Mais l'Inde n'est pas seulement Bollywood, il y a aussi des films d'auteur, il y a aussi des films engagés, des films de genre, du théâtre également. Et vous représentez un petit peu tout ça. Alors même si le grand public français vous a connu à travers la comédie musicale Bharati, qui a été un franc succès en France, avec 850 représentations au total dans 45 villes du monde. Et donc l'Inde, ce n'est pas seulement Bollywood, et c'est pas vous qui me direz le contraire. Non, pas du tout. En fait, je déteste ce sobriquet qu'on nous donne de Bollywood parce que c'est un mélange des mots Bombay et Hollywood. Le cinéma indien n'est pas seulement Bollywood. Le cinéma indien, c'est aussi, par exemple, de Kerala, qui est un cinéma magnifique. Le cinéma de Madras ou de Chennai, qui est un cinéma extraordinaire aussi, très coloré, très musical, très chorégraphié. Il y a aussi le cinéma d'Hyderabad, de Calcutta, donc il y a plein de grands centres. Donc on ne peut pas dire que l'Inde, c'est seulement Bollywood. Il y a Tollywood, Mollywood, Chollywood et tout ça, mais ça, c'est un peu différent. Alors, en tant qu'homme de cinéma, avec un grand C, vous avez rencontré le petit-fils d'un des frères Lumière, Louis Lumière, parce que le producteur des frères Lumière est passé par l'Inde. Racontez-nous. Oui, allez, ça, c'est une histoire extraordinaire, parce que j'ai rencontré Max Lefranc Lumière, donc le petit-fils de Louis Lumière. Il nous a raconté une histoire très intéressante. Le producteur
des Frères Lumière partait avec les 3 films, La Ciotat, la sortie de l'usine et puis l'arrivée de la gare. La gare, oui. L'arrivée du train. En Australie, pour les exhiber en Australie. Et en traversant l'océan Indien, il y a eu une panne dans le bateau, donc ils ont fait terre à Bombay pour éventuellement réparer le bateau. Et on lui a annoncé qu'on mettra à peu près 1 mois pour le réparer. Donc il a dit, mais 1 mois, je ne vais pas rester avec ces films ici. Donc il a loué un hôtel à Bombay en 1897. Il a loué un hôtel. Et à l'époque, je crois, si je ne me trompe pas, il avait demandé 1 roupie, qui était une somme mais extraordinairement chère, phénoménale à l'époque, pour montrer ces 3 films. Et c'est comme ça que le cinéma est né à Bombay, grâce aux frères Lumière, aux producteurs des frères Lumière. Jean-Paul Rapneau vous surnomme l'ambassadeur du cinéma français en Inde, et vous le portez bien d'ailleurs. Et pour cause, vous avez notamment lancé il y a 2 semaines le French Cine Hub, le premier club de films français en Inde. Comment ça s'est passé ? Écoutez, très bien, mais je crois qu'il m'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il exagère un peu. Vous avez de la chance. Oui, j'ai eu l'honneur parce que l'IATF, donc l'Association des professeurs de français en Inde, et l'Institut français m'ont demandé de lancer ce French Film Hub, qui est le premier club de cinéma français en Inde. Je pense si je ne me trompe pas. Donc, on voulait lancer justement avec les professeurs, avec un film qui est un peu littéraire, une liaison avec la littérature française. Donc je voulais lancer avec Cyrano de Bergerac, un de mes films préférés, avec 2 grands amis, donc Jean-Paul Rapneau et Jean-Claude Carrière, qui ont fait le film. Et avec Jean-Claude Carrière, qui vous a aussi conseillé pour le dictionnaire amoureux de l'Inde. C'est moi qui lui ai conseillé. Ah, d'accord. Dans l'autre sens, c'est lui qui a écrit. Et puis, donc, on ne pouvait pas trouver une copie avec des sous-titrages en anglais. Et on a donc lancé avec Les Mariés de l'an 2, et Jean-Paul a eu la gentillesse de nous adresser la parole en direct par téléphone. Waouh, depuis Paris. Depuis Paris. Alors au cinéma, on vous a connu dans Le Mariage des Moussons, mais également dans le film Kama Sutra, et dernièrement dans 1+1, le dernier film de Claude Lelouch avec Jean Dujardin, tiens, encore lui, on en parlait tout à l'heure, et Elsa Zilberstein. Extrait. Waouh, Raoul, alors comment s'est passée ces collaborations avec Claude Lelouch, avec Elsa Zilberstein, avec Christopher Lambert, avec Jean Dujardin? Écoutez, ce sont des gens magnifiques, extraordinairement humbles et extraordinairement, ce qu'on appelle down to earth, atterris. C'était un plaisir total. Toute cette scène est improvisée dans la voiture, donc on avait c'est pas vrai. Si, on avait quelques consignes, bien sûr, pas Claude, mais cette scène est tellement naturel. Oui, c'est très naturel. Et puis on était mort de rire. C'est ça. Alors l'extrait se finissait par Juliette et Roméo, et non Roméo et Juliette. Cette précision est importante pour vous? Écoutez, c'est très important parce que c'est Claude qui a écrit, bien sûr, mais pour moi, c'est très important parce Claude Lelouch, bien sûr, oui, le grand maître de cinéma mondial. Mais c'est très important de parler des femmes, surtout en Inde, parce que la condition des femmes en Inde, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, notamment parlons un peu de ce qu'on appelle le viol conjugal, vous voyez, le marital rape, ce qu'on appelle le marital rape. Vous savez que... on en parle beaucoup en France de ces violences faites aux femmes. Il y a des manifestations également régulièrement en Inde. Oui. En fait, les chiffres sont effrayants parce que toutes les 6 heures, il y a soit une femme qui est morte, qui est battue ou qui est poussée à la suicide par sa belle famille à cause de la dot ou à cause des histoires d'amour ou d'autres choses. Les femmes sont brûlées également pour non-paiement de la dot. Ça existe encore aujourd'hui en 2017 en Inde. Ça existe encore. Et il y a quand même 2 tiers des femmes presque qui sont battues dans une sorte de viol conjugal, et la loi indienne ne reconnaît pas le viol conjugal si la femme a plus de 15 ans. Vous diriez que vous êtes féministe sous le prisme indien, bien sûr. Non, sous le prisme mondial, pourquoi pas. Même je suis féministe, je porte des choses qui sont faites par des femmes. Ça, c'est kanta fait par les femmes bengalis. Ça, c'est tissé au Sri Lanka. Écoutez, on est...
Vous réalisez également des documentaires, Raoul Vora. Est-ce qu'il est plus difficile de nos jours de dénoncer les dérives? On en parlait tout à l'heure avec Nadia Godridge. Je pense par exemple à l'assassinat de la journaliste Gauri Lankesh, dont on a beaucoup parlé également en France. Est-ce que la liberté de presse, est-ce que la liberté d'expression est bafouée dans l'Inde d'aujourd'hui contrairement à il y a quelques années? Non, absolument, absolument. Je crois que peu importe les pouvoirs, il y a une non-tolérance de la dissidence, non-tolérance d'une voix qui parle contre la voix générale ou la voix publique. Parlons de ça, hier même, on a tué notre journaliste. Il a été tué par une foule dans le nord-est de l'Inde, à Tripura, parce qu'il couvrait des émeutes, soi-disant, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc maintenant, ça devient complètement débile ici actuellement. Vous voyez, on tue les gens de droite et à gauche, les rationalistes, les philosophes, les gens qui pensent et qui parlent des bonnes choses. Je comprends pas. C'est des choses positives. Mais on a le droit, mais même si le droit a le droit de parler, mais nous, moi je suis pas plutôt de gauche, je suis plutôt du centre, mais je suis quand même... Comme Emmanuel Macron, tiens. Si vous voulez, oui. Mais plutôt de gauche de la droite, ça c'est sûr. Okay. Oui. Alors homme de cinéma, donc ça c'est clair, mais aussi homme de théâtre, et là aussi un parcours extraordinaire et des rencontres aussi. Ah, des rencontres extraordinaires. Écoutez, moi j'ai eu des très bons profs, des très bons professeurs et des très bons réalisateurs et metteurs en scène. J'ai commencé avec Jacques Lassalle et Alain Knapp en 89 dans un spectacle qui a lancé les célébrations, si vous voulez, de la bicentenaire de la Révolution en Inde en 1989. Après, j'ai fait des spectacles avec Ariane Mouchkine et avec plein d'autres réalisateurs. J'étais à Montpellier, au Printemps des Comédiens, plusieurs spectacles. Et vous avez joué dans Tartuffe de Molière, par exemple, Le Misanthrope, Cyrano de Bergerac, vous le disiez tout à l'heure. Et dans quelle langue, alors, ça se passe, tout ça? Misanthrope et le Molière, c'était en hindi. Oh. Mais j'ai joué en hindi, anglais et français également. Et français également, oui. En Inde. En Inde, oui, oui. Et parmi les autres projets actuels d'envergure, il y a Bonjour India. Alors qu'est-ce que c'est Bonjour India? Bonjour India, c'est un grand événement. C'est un festival de France en Inde, conduit par le ministère des Affaires étrangères français en Inde, et notamment avec l'Institut français. Donc, connaissant ma proximité avec la Réunion, l'île de la Réunion, j'ai eu l'honneur d'être confié, si vous voulez, la production de toute la partie de prestations réunionnaise en Inde. Donc on m'a produit quelques artistes réunionnais en Inde entre le mois de novembre jusqu'au mois de février 2018. Voilà. Et comme votre actualité ne s'arrête jamais, vous allez bientôt produire un film franco-indien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Vous étiez en repérage, il me semble, à Chandigarh. Chandigarh, oui, juste hier. Chandigarh, donc une ville conçue par Le Corbusier, architecte français. J'étais là avec Narendra Singh Chandok, donc vous le connaissez sous Chandok, un documentaliste, mais qui fait son premier long-métrage pour Louise Productions et Aurélie Gordilière, je crois que c'est la productrice. C'est un polar situé dans le milieu punjabi, un peu rural, qui arrive dans la ville, qui s'appelle Jaspal, mais là on est toujours en repérage. Et là, vous ne pouvez pas en dire un mot, vous avez le titre peut-être? Le titre c'est Jaspal, donc le titre, voilà, Jaspal. Jaspal. Oui. Merci Raoul Vora. Pooja Dhingra, vous avez réagi tout à l'heure au film de 1+1, vous l'avez vu? Non, pas encore. Mais c'est tentant, hein, oui. N'est-ce pas? Je pense qu'on va bientôt passer à table. Tout est prêt. Est-ce qu'on peut déguster? C'est prêt, Nishant? Bien sûr. Vous avez finalisé, on peut goûter ou pas? On peut goûter? Yes. Oui. Ok, super. On va goûter, Raoul. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, ce fromage provençal. Tamarin, sauce provençale, herbs. Avec des herbes. Alors, est-ce qu'on peut avoir des fourchettes? Parce que, alors, c'est sûr qu'on mange avec les mains, mais
là, c'est une chaîne francophone, donc on va manger avec la fourchette. Mais ça ne me dérange pas de manger avec... On goûte, on se permet de manger. De toute façon, il est bientôt l'heure de passer à table ici en Inde. Il est 12h30, peut-être le matin encore à Paris. En tout cas, là, il est l'heure de passer à table. Donc, bon appétit. Cheers. Bon appétit, Nishan. Bon You can appétit. taste. C'est délicieux. Oui. Super, le tamarin est Ouais. exquis, juste exquis. Ça, c'est la touche un petit peu indienne. Et il est bientôt l'heure de passer le relais à mon confrère qui est à quoi 1400 km de là, à Lahore. Slimane Zeguidour, bonjour, salam alaikum. Salam Nidia de Lahore, et dire qu'il y a 70 ans, Lahore faisait partie du même pays, l'Inde sous domination britannique, du même pays que Mumbai où vous êtes. D'ailleurs, l'Inde, on y est ici à 20 km. Donc, bienvenue dans ce tour fantastique de la francophonie. Nous vous accueillons à Lahore, face à la mosquée Badshahi, qui est contemporaine de Louis XIV et du château de Versailles. Donc là, on est dans l'histoire de la plaine du Punjab, qui est une plaine qui pèse la moitié de la population du Pakistan, de sa production agricole, de son industrie. Et puisqu'on est dans l'histoire, pas une minute à perdre, on va passer à nos invités. Eh bien, d'abord, Marvi Menon, qui est député et ministre des Affaires sociales, bonjour, et le docteur Fazal Kak Dadar, qui est professeur, historien et archéologue. Nous allons d'abord parler... Ok, ça y est, ils vont... Alors à tout à l'heure, Slimane, on a hâte de vous voir. Mais avant, je tiens à remercier profondément mes 8 invités qui ont répondu présents. Et je tiens à dire qu'il y avait vraiment sur ce plateau, les 3 plateaux qu'on a formés ici, des vrais ambassadeurs français ici en Inde, des ambassadeurs indiens de la langue française, de la culture française. Personnellement, j'ai été vraiment impressionnée par le niveau de français de mes invités dans ce pays à majorité anglophone, évidemment. Merci également à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, les équipes françaises, mais également les équipes indiennes, avec notamment Sol Productions. Merci à nos partenaires, l'Alliance française et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et à présent, on va vibrer au rythme de cet instrument ancestral qui est le Veena avec Raghunath Mané, accompagné du percussionniste de renom Shivamani qui nous fait l'honneur d'être là. Il a joué avec les plus grands, avec notamment A.R. Rahman, que les Indiens connaissent bien ici, même le reste du monde, parce qu'il a notamment composé pour le film Slumdog Millionnaire. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt sur TV5 Monde. Raghunath Mané et Shivamani, s'il vous plaît. Tim,
Entre nous, voyez, ils ne valent pas très cher.
Hello and welcome to the CNBC TV 18 special. I'm Shireen Bhan and we're coming to you from the French Embassy here in the capital as we get ready to host Francois Hollande in India. He will be the chief guest at the Republic Day parade, and in this special conversation today, we hope to focus on what can be done by both governments to try and up bilateral trade and investment. What are the areas of collaboration and opportunity? Joining me today, of course, is the French ambassador. Appreciate you hosting us here at the French Embassy. Thank you very much, His Excellency Francois Richer. Also with us, the who's who of France's representatives here in India. Let me start by asking you, Ambassador, about what we can truly expect as far as this visit is concerned. And let me put this into context of where currently things stand on trade and investment between India and France. FY16, that's the current financial year till about November, France is India's 15th biggest destination for exports. It's below countries like Bangladesh and Vietnam. If I look at that same period, India's exports to EU at $29 billion, down by about 12.5%, almost 13% year on year. And France's share in India's exports to Europe make up about 10%. Petroleum, machinery, instruments, ready-made cotton garments and transport equipment, that's broadly the area of focus. The issue is not anymore trade, it's about investment. The trade between France and India has been steady over the last 8-9 years after a sharp increase. What is happening now, it's a great flow of French companies' investment in India, which is growing every year on a regular basis, 1 billion, 2 billion a year, which means that the French companies are producing in India for the Indian market and for export. Therefore, trade has no role in this. What is important is a new connection which is established through the investment of the French companies. Okay, but what are the specific challenges that they face today while investing in India? So those who are entering have to adapt, and of course that may be difficult during a couple of years, but once it is there, I think they fit very well in the environment. The chemistry between the French and the Indian is very good. And of course, like any other companies, French or foreign companies or Indian companies, they face the usual problems like lack of infrastructure, red tape, all these kind of issues which are very common. Yours, Derek, at BNP Paribas, because as the ambassador was pointing out, you've had a long association and a long history with India. Financial services, that of course is one of the big areas of opportunity when we talk about two-way investment. How does BNP Paribas hope to contribute to the story in India? There are two elements to it. One is the sourcing of the technology. So there are a lot of providers. We also have, for example, a joint venture that produces a lot of the technology that is being used in some of our distribution channels in Europe, and not only in France, across Europe. Secondly, we see that the introduction of fintech, of digital distribution, really opens up the market for financial products, financial services, and where investors in the financial sector, such as ourselves, can overcome some of the distribution constraints that previously made it very difficult for us to distribute our product mostly then in the retail space. So Salotra, let me ask you about what more we can expect as far as Alstom is concerned. Finally, almost I think we've been waiting for what, a decade as far as the locomotive deal is concerned. That's gotten the go-ahead from the government. So how soon do we actually see work starting off as far as the locomotive side is concerned? First of all, you know, this project has been the plan has been going on for several years, almost a decade, I would say. So we are very happy that we have finally reached a point where we are now going to be building world-class locomotives out of the state of Bihar. The plan is to provide 800 locomotives and then do the maintenance of the first 500. So we are well on course today. And you now need to deal with various state governments. So you're not dealing just with the central government. That's now need to deal more with the state governments because the approvals and so on and so forth are really going to happen at the state government level. We're seeing this business of competitive federalism play out at this point in time. How is that impacting what you do on the ground? No, Shrin, I'm glad you brought out the idea of competitive federalism because we see it every day practically. Today, every single city and every single state is actually competing with each other to get to be up there before anybody else is. For you to know, we are already at Kochi Metro. We've supplied the train, the first train has already been supplied in the fastest possible time, 5 months ahead of schedule. In the coming future, we're looking at Nagpur, we're looking at Chandigarh, we're looking at Vijayawada, we're looking at Guntur, and there are 4 more cities apart in Uttar Pradesh beyond Lucknow. Patna is looking at also metro. So there are there's a strong push
from every single quarter, from every single state, to be the first one to develop the metro system. What do you see as the challenges of being able to position India as an export hub? Because people talk about the infrastructure deficit, which of course is well known. People talk about high transaction costs. What else does the government need to address, whether at the central government level, at the state government level, at the tax front, to be able to really maximize on the potential of India as an export hub? Yeah, Sharon, good. So yeah, you said it rightly, because with about 29 factories, which we have all across India, with 21,000 people, we have, as Mr. Ambassador has said, that we are making it for India, as well as almost we are exporting today to more than 30 countries. And that is growing approximately at the pace of about 20% every year. And in terms of the exports, in addition to our products and solutions, which are engineering products and solutions, for our 4 main markets which we serve, which is infrastructure, data centers, buildings and industry, there's a lot of exports which we do for services, be it in terms of engineering services or be it in terms of the IT services, for which a lot of talent is available in India. So in that sense, you're also then contributing to the Skill India program. Exactly. Or at least collaborating with the Skill India program. Yeah, and that's a program which is very, where we have taken a lot of initiative, and we started almost in 2009. And we continue now with respect to the vision of the new government on renewable and solar. So we're adding now electrician training for solar, because when we look at the solar plants, they are in remote areas. To get the electricians and technicians very close to those plants to operate and maintain, this program is really helping us. Kapoor, let me ask you now, as far as Thales is concerned, because defense is being seen as the big area of opportunity. And while there's been a lot of talk around the possibility of investments coming into India's defense sector, it's been a slow start. And I would imagine that's because people are still trying to understand what the finer details are going to be for the procurement policy. We still don't have the final details on the procurement policy. There are concerns about offset obligations. What do you make of the real defense opportunity today? First of all, regarding the new DPP, the Defense Procurement Procedure, we have learned that a number of new rules would probably provide for the industry as well as for the country a much more, let's say, dynamic and innovative environment for the defense business. We also welcome the foreign direct investment reforms that would give us more opportunities and a more flexible environment to set up new joint ventures. And how many more JVs do you hope to ink? Well, it's too early to say, but let's say that we would focus on 2 or 3 more JVs in the coming years in our specific defense domain. You know, things are taking time, nothing is coming quickly. Okay, Mr. Russo, let me ask you, you know, this government has sort of made a big noise about the smart city project. You're working with various state governments, especially when it comes to water and water solutions and water management and so on and so forth. What do you see that's changed on the ground? You've been in India for 9 years now. How significantly have things changed on the ground in terms of actually being able to deliver on those kind of solutions? I think there was a point where things were turned around 2003, 2004, when the central government realized that the local states and the municipal corporation needed a push from the central government through subsidies coming from the central and supported also by the local states. There was a first program called GNNURM, and I've seen a lot of projects emerging thanks to that. Then with the new government, it's been amplified through various programs. Smart City is one of them, but you have also AMRUT, Make in India, and so on. So there is today a real consciousness at the level of the central government, and every time I discuss with top bureaucrats, they are fully aware of the needs of the country in terms of public infrastructure, especially water, sanitation, solid waste management, public transport, and so on. And when we talk about smart cities, there is a consciousness at the level of government. If I take water, it starts with delivery of potable, pressurized, and continuous water.
And for India, it's the first part of the smart. Okay? Right. And once you deliver this kind of service, you can think about smart in the more, I would say, Western sense. And under the guidance of our ambassador, we are organizing roadshows to go and see and visit the local states, the chief minister, the secretaries, the big cities, to promote what France can bring. And so I think that not only Veolia, which is the first to have launched a project in Nagpur to deliver potable water to a full city of 3 million inhabitants in March 12, but the whole French industry can support India within the Smart City program. Is this likely to be one of the big focus areas as far as possible MOUs that are likely to be inked? I mean, when the Prime Minister just visited the UK, for instance, you know, the focus areas were largely education and skills and so on and so forth. What will be the focus areas from the French government's perspective for collaboration with India? Well, first of all, the President will come with a sizable delegation of CEOs. And we will hold the Indo-French CEOs Forum in the city of Chandigarh on Sunday. The big focus will be there on the economic relations. Within this, as Mr. Rousseau rightly put it, focus will be also on smart cities, because we'll be in Chandigarh, and Chandigarh was designated as one of the cities which would partner with France alongside Pondicherry and Nagpur. So this will be very important during the visit. Several MOUs will be signed, and the list of the 3 cities will be officially released. Made public. All right. Srinivas, let me ask you now, as far as the opportunities for the IT sector and specifically Capgemini are concerned, you know, Digital India, Make in India and so on and so forth. We've heard about all of this stuff ad nauseum, but what does it finally mean for companies? And especially when we talk about the domestic market and domestic opportunities, the performance has been patchy. People who've been trying to get government contracts and work with the government aren't entirely happy here in India. So what does all of this mean for companies like Capgemini? No, I think as far as the Indian market for IT is concerned, it is in a maturing process. So therefore it is natural that we face those kind of challenges. But I do believe that there is going to be strong potential in the coming years in the domestic market. So India is the focus for Capgemini in building digital capabilities. So currently that we are focusing building skills in the digital and cloud foundation. And Capgemini is also a fine example, not only make in India, but make for the world. That more than 50% of the global projects are delivered from India. So from that perspective, it has a significant presence, both in the talent market. I'm sure in the coming years, we will have a significant presence in the domestic IT business. Is that going to be part of the strategy? Are you going to aggressively look at the domestic market? Currently, the revenues from the Indian market is very, very insignificant. That's right. Okay. I think we have our focus on that and we are growing. But I see it will take another 6 to 8 years to get into a shape where we can call it is really a sizable market. More acquisitions on the cards? So there's always part of the strategy, but that Capgemini is known, it has done 42 acquisitions in the past unsuccessfully. So we take both hand in hand, organic and inorganic growth. So let me get the wish list from each one of you. Let me start by asking you, Mr. Kapoor, as far as your wish list would be concerned, on what can really be done at this point in time from a policy intervention point of view to try and scale up the degree of investment. I believe that our will meet what we understand as being the objectives of the governmental reforms. If I take, for instance, from the defense angle, the new DPP, we see it, as a process that will simplify the way the project procurement process is driven. We see it also as something that will boost the exchanges, particularly on the technology side between France and India. We see this as something that will speed up the process and that will render the process more effective, less costly for the country.
So what would be the value of procurement currently from India today? Well, we have a clear target, that is to cumulative target, that is to reach 500 million euros by 2020. Mr. Russo, let me ask you in terms of the targets that you have for India and growing your business here in India. To answer your first part of question, my wills for I would have a threefold answer. First, financing. Public infrastructure needs a huge support from public side in terms of funding. So private sector cannot be the main investor. Right. It can intervene to fill up a gap when there is a need. The second one would be to have more clarity on the terms of the contracts for a public-private partnership. And my third wish, which is probably the most important, would be to say that public infrastructure, and especially water and sanitation, should be above politics. It should not be a subject of fighting at a local level. Yes. You know? My wish list, if I were to say, would be on improving the procurement process. So far, most of the procurement is driven by by the inputs rather than the outputs, and therefore the risk allocation between the government and the contractors is not equitably distributed. The second part, I think, is taxation. I think taxation in India is extremely complex, and the sooner we are able to sort that out, the better it is. A third aspect which I would like to focus on is, I'm talking more of the future, is that, we look at India not just as a destination where you can produce things at lower cost. Yes. It's also a preferred destination for bringing in innovation and developing new models which if they work in India, can then be deployed to the rest of the world and to Asia Pacific and all of that. It's Derek. I think our wish list is probably stability and openness, in addition to the other points that were mentioned before. At Paribas, we really see India continue to be an outlier and at the forefront of emerging markets in terms of growth, with at least 1 percentage points difference towards versus the closest followers. Second point that is then needed to attract additional investment, additional financial investments, is openness. Again, the government there is making progress, has implemented certain measures, and a very concrete example is what we refer to as masala bonds, which are bonds issued in Indian rupee, but towards institutional investors, portfolio investors outside. So what will all that bring to India? Already we see that in terms of foreign direct investment and foreign institutional investment, Indian markets are faring much better than a lot of other emerging markets. We expect that to continue. What that will bring, again, I have to disappoint you. I cannot put a number on it, and we'll bring in a lot of different types of money. There are institutional investors that will continue to invest. We see a very strong interest from our clients to invest in India. We have committed to double our financing to the renewable energy sector to an amount well in excess of 15 billion euros. And we do expect that a good portion of that will come into India. Again, it depends on contracts, it depends on implementation, it depends on opportunities. Mr. Chaudhary? As a wish list, we will look forward while we have a complete offer, as you have correctly said earlier, for Make in India, for India as for a globe, that from policy decision making to the execution on the ground, there could be a big acceleration which can be done. I think Bharat has said, some tax reforms. We are waiting for GST, which will not only accelerate, the business, but also will ease the business for us. We have a very important mission within Schneider Electric to develop the talent in India for India as well as talent for globe. And this is where also we are, our solar Center of Excellence is based in India. And this is also aligned with the common vision and initiative which has been launched by Honorable Prime Minister Mr. Modi and Honorable President Mr. Holland. We are ready to support that mission to take this forward into bringing renewable not only in India but also in the globe. All right. Srinivas? My view is we need to look at investments not only in monetary terms. Most importantly, that you can look at in the area of skill development. And probably this is one area where public participation and private participation equally are important. My wish list will be
to request both the governments to focus in this important area. Okay. Once you have the skills and expertise, the money will come on its way. And like IT. And I think, as the ambassador said, this is likely to be one of the areas where we will see some MOUs being inked. But absolutely, but you know, we've heard French companies talk about what they expect from India, what they expect from the Indian government, how they intend to invest in India. But what would be the sales pitch to Indian companies who are looking at France today? Yes, well, the fact is that we are engaged in a movement of reforms which were long overdue. Competitiveness has to increase. And the first signal, positive signals we have received from the Indian companies are there. And we also want to encourage them to come, to invest, to produce in France for the European market primarily, but also for the African market, which is not far away. That constitutes a nod of communication, very good lifestyle for those who come to run the companies, and of course the best infrastructure in the world and the best lifestyle in the world. The best lifestyle in the world. That is a sales pitch to be made. But appreciate you joining us here on this. And visas to come to France in 48 hours. Well, visas to come to France in 48 hours. If you're listening, that's the word and the commitment that's coming from the ambassador himself. Appreciate you joining us here on the CNBC TV 18 special and articulating for us what we can expect during the President's visit here to India. My many thanks to our panelists here for joining us. And also, I would like to thank the Indo-French Chamber for helping us facilitate this discussion and getting this conversation started. But thank you very much once again. Thank you very much. Beautiful France is, with its heritage, its chateau, its cuisine, its ancient and rich history. Outside, we have created a French chamber, thanks to Tulika from Parrot and Lily, who has brought her own personal furniture all the way from Roorkee to Delhi to display it outside. Thank you very much to Parrot and Lily. We also have a cigar station right over here with Ashish Bhasin. He's going to be taking you through some of the finest cigars with the Smoke Company. In 2015, France received 500,000 Indians. So we know that France is a country that appeals to India. I want to congratulate the team, and I wish all of you please to give already a big round of applause to the team for the organization
because they have done such an amazing work.